vais commencer par vous remercier tous les deux pour votre invitation. Je suis évidemment ravie d'être ici. Et moi, je vais vous parler de Hannah Arendt et de son rapport à la cité antique dans une optique un peu particulière, c'est-à-dire que je vais tenter d'approcher, sans forcément réussir à l'atteindre, ce qui pourrait constituer une forme de l'imagination philosophique du passé ou de l'imagination philosophique de l'événement passé. Alors, comme point de départ, je propose de considérer deux traits que j'esquisserai très rapidement d'un certain état d'esprit actuel. Nous avons d'un côté ce qu'on appelle parfois le présentisme, c'est-à-dire la considération du seul présent, sans regard vers le passé, sans anticipation de l'avenir, autre que pragmatique ou technique. Cette attitude est dépourvue de sens historique. Elle est en effet fondée sur le sentiment que ce que nous avons, ce que nous sommes, l'état de la société de ce temps et de ce lieu est identique à ce que les hommes sont par nature, c'est-à-dire en tout temps et en tout lieu. Globalement, l'être humain est ici représenté comme mu par un ensemble d'intérêts personnels et amené, plus ou moins, à vivre avec les autres par la nécessité de satisfaire des besoins. Ces besoins allant des plus primaires, de l'ordre de la survie, aux plus secondaires, de l'ordre de la bonne vie, essentiellement entendue ici comme vie confortable. Il s'agit ici d'une négation que j'appellerais paresseuse de l'historicité de nos existences et de l'historicité des formes de l'existence commune. Plus exactement, ou pour le dire autrement, il s'agit d'une négation de la dimension événementielle d'une histoire qui, lorsqu'elle se trouve considérée, l'est sous le seul angle de la causalité. La nécessité historique recouvre ici la multiplicité indéfinie des décisions, passions et actions qui ont fait de notre monde ce qu'il est. À l'inverse de ce présentisme, toujours intriqué à un relativisme spontané, on trouve le rejet de l'actuel, dans la mesure où celui-ci se trouve toujours en défaut par rapport à un état de l'histoire, ancien, révolu, que l'on essaye de restaurer, ou tout au moins dans lequel on cherche des modèles. Le temps présent est ici apprécié sous la modalité du manque, de l'écart ou de la perte. Elle est habitée par la crainte et conduit à chercher dans le passé à la fois des motifs d'espoir et des modèles d'action et de pensée. C'est cet esprit que je qualifierai rapidement de réactionnaire. Il est porté par une vision différente de l'histoire, qui accorde à première vue plus de place à la liberté humaine et qui, à première vue, considère davantage le changement historique, puisque, disent-ils ou dit-on, les choses n'ont pas toujours été telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais il reste que la liberté s'y trouve conçue en tant que volonté. Le changement historique n'y est vu qu'en tant qu'il doit permettre le retour, c'est-à-dire au fond la stricte répétition du même. Le commun y est représenté comme union des volontés autour de valeurs qu'il conviendrait de réhabiliter et au partage desquelles il s'agirait essentiellement d'obliger, voire de contraindre. Sont ici niées, mais d'une autre manière. D'un côté, la part de non-rationalité, voire d'irrationalité, de passion ou d'affect dans l'existence de la liberté, dont la spontanéité n'autorise pas à la réduire à l'application de décisions rationnelles. Est niée également l'événementialité de l'histoire, dans la mesure où celle-ci rend absurde l'idée même de pure répétition. Se trouve enfin niée, dans la vision d'un intérêt présenté comme commun, l'espace entre les hommes, qui est d'ailleurs le sens premier de l'intérêt, l'interesse dont nous parle Arendt, et qui signale la fausseté, voire même la dangerosité, qu'il y a à nous représenter le commun comme union des volontés sur fond d'une disparition des perspectives singulières.
Nous avons donc ici deux modalités de négation de l'historicité. La première consiste en une abolition de tout héritage. La seconde relève de l'imagination d'un passé perdu qu'il serait possible de restaurer. Et elle se donne à voir dans le privilège accordé à l'idée d'origine. L'origine n'est ni simplement la cause, ni simplement le commencement. Elle est à la fois cause et commencement. Elle est le commencement en tant qu'il contient en lui-même tout le déploiement historique à venir, à savoir qu'il recèle en puissance et en vérité l'ensemble des actes qui consistent dès lors en son pur déploiement. Or, ces deux modalités nous indiquent également deux rapports différents à ce que j'appellerais l'imagination collective. La première s'accompagne en effet d'un refus de l'imagination. Le passé ne doit pas être un support d'élaboration commune. Tandis que la seconde se fonde sur un fictionnement du passé en tant que certains de ces événements constitutifs ou certaines de ces époques déterminées sont hissés au rang de modèles du fait même de leur statut d'origine. Or, faire d'un événement ou d'une époque une origine implique de transformer les faits en fonction de son désir, d'un désir empreint de nostalgie. Plus exactement, de les figer en composant sur leur support des images fermées, censées contenir la vérité d'une idée que l'on cherche à faire revivre et dont on a prédéterminé le contenu. C'est ainsi, par exemple, que prend forme actuellement la nation, dans l'intention explicite de reformation du commun autour d'une identité nationale. Une première réponse face à ces deux impasses réside dans l'impératif, apparemment simple, de substituer à l'ignorance volontaire et au fictionnement la connaissance. Seul le véritable savoir historique constituerait un rempart aux simplifications douteuses et pourrait être mobilisé comme outil d'émancipation. La vérité historique est ici vue comme ouverture non imaginaire au passé, prise de conscience de notre situation ici et maintenant à partir d'une connaissance rigoureuse du passé. Mais à cette première réponse, nous pouvons formuler une première objection. On le sait, il n'existe pas de pure vérité historique. L'histoire comme science suppose évidemment de l'interprétation et fournit des théories explicatives ou compréhensives légitimement concurrentes. On aurait d'ailleurs tort de rapporter ce fait à la spécificité des dites sciences humaines, par différence avec les dites sciences exactes, quand l'on sait que dans toute science, il y a de l'expérimentable et du non expérimentable, et que dans toute pratique scientifique, il y a de l'interprétation. Mais on peut formuler encore une seconde objection. Pour que l'histoire puisse, pour ainsi dire, investir notre existence actuelle, il faut qu'elle devienne mémoire. Or, nous ne pouvons affirmer de communauté d'essence entre histoire et mémoire. Il nous faut en effet penser le passage et ses conditions, c'est-à-dire les modalités diverses de l'appropriation. Il est évident que le tout de l'histoire, si tant est que l'expression ait un sens, ne peut être matériellement approprié. Et précisément, seule l'imagination peut constituer le moteur de l'appropriation. C'est elle qui fait le passage, chez l'historien, chez le lecteur, chez l'élève, chez le citoyen. Bref, dans cet inter-essai qui nous distingue et nous relie. La circulation des savoirs est toujours la mise en œuvre, jamais strictement volontaire, de procédés imaginaires. La bonne histoire serait alors au carrefour de la science et du récit. De la science, dans la recherche d'une fidélité aux faits et dans l'exposition de leur enchaînement, du récit, dans sa communauté avec nos situations toujours singulières d'habitants du monde.
la tentation du fictionnement de l'origine n'est jamais aussi grande qu'en situation de crise. Dans un contexte dans lequel la politique a perdu son sens, c'est Arendt qui nous le dit, dans lequel la citoyenneté, ça c'est nous qui le disons, doit être repensée, dans lequel, semble-t-il, la démocratie même est en crise, une crise qui n'est plus à présent seulement celle de la représentation politique ou de la reconnaissance, mais qui devient bien celle du régime à l'échelle mondiale, dans la mesure notamment où l'on ne peut plus désormais la considérer comme la fin de l'histoire, nous sommes tentés de nous tourner vers ce que nous pensons être le commencement de la politique, de la citoyenneté, de la démocratie, à savoir la cité grecque. La question devient alors, comment nous tourner résolument vers cette forme de la vie commune qui nécessairement nous conditionne partiellement en tant qu'elle fait partie de notre histoire et qu'il convient de ne pas oublier, sans pour autant faire de ce commencement une origine. C'est dans cette perspective que nous proposons de nous intéresser à la pensée de Hannah Arendt, pour qui la cité antique est d'un si grand usage qu'il la considère comme une si grande référence. Dans son recours à la cité grecque, Arendt simplifie, isole des éléments, entrecroise les travaux d'historiens et les mises en forme philosophiques, mobilise les récits homériques comme les témoignages. En pensant donc, elle imagine. Mais ce qu'elle imagine est bien une chose réelle du passé, dans un mouvement de compréhension du présent. L'enjeu ici est d'essayer de voir comment elle imagine, afin d'avancer peut-être dans l'établissement de critères de partage entre les bonnes et les mauvaises appropriations du passé. Nous verrons en Arendt un exemple de ce que nous appellerons l'appropriation philosophique, qui cependant, d'une part, prend bien place dans une philosophie particulière qui est la sienne, et d'autre part, n'a pas vocation à être réservée aux philosophes professionnels ou plus généralement aux penseurs de profession. Ce qu'Arendt nous offre, c'est une expérience de la cité grecque, c'est-à-dire une expérience de la politique. Je vais à présent vous exposer les grands éléments de ce que j'appelle la reprise arendtienne de la cité antique, en faisant simplement encore 2 remarques introductives. Arendt, il faut bien l'avoir à l'esprit, ne trouve dans l'histoire que peu d'expériences proprement politiques. Il y a la cité grecque, il y a la Révolution américaine, il y a le mouvement des droits civiques américains, il y a la Révolution hongroise de 1956. Et encore, dans ces événements, tout n'est jamais totalement politique. C'est ce qui conduit parfois, ou certains interprètes, certains lecteurs, à la considérer comme une nostalgique de la politique dans sa pureté. Une nostalgique d'un espace politique défini comme pur lieu de la délibération. Une pureté politique qui serait actuellement oubliée au profit de la domination de l'intérêt personnel. En réalité, et nous verrons pourquoi, si la politique, selon Arendt, a en effet été oubliée, elle dit bien que la Révolution est un trésor perdu, pour reprendre l'expression qu'elle utilise dans la préface de la crise de la culture, la politique n'est pas pour autant l'objet d'une quête de pureté. Ce qui intéresse Arendt, ce sont les moments d'émergence de la politique, c'est-à-dire les moments de constitution d'un réel espace commun, avec pour arrière-fond l'idée selon laquelle les expériences politiques, si elles peuvent être historiquement situées, sont néanmoins de tout temps. La référence aux expériences politiques est une affaire de mémoire. Et cette mémoire, comme je le montrerai, est essentiellement la mémoire d'une capacité humaine, la capacité à l'action collective. Cette référence n'est donc mue par aucun désir de retour,
ni, par ailleurs, par aucun pessimisme anthropologique. C'est pourquoi, si ces événements sont en partie imaginés, sachant que l'imagination est indispensable à l'appropriation, ils ne sont pas pour autant idéalisés ni absolutisés. Deuxième remarque, plus rapide, les sources d'Arendt sont les sources les plus classiques de son temps, ou du temps juste avant le sien. On trouve Fustel de Coulanges, Werner Jäger, Mommsen, quelques références à Vernon, mais aussi la philosophie politique classique, Socrate, Platon, Aristote. On va donc retrouver à coup sûr chez elle, et je le dis dès maintenant, tous les travers idéalistes que Paulin Ismar a décrits concernant l'histoire, la manière de faire l'histoire de la cité grecque d'une certaine époque. Mais justement, je dirais qu'il s'agissait précisément de l'histoire du temps d'Arendt, plus ou moins, dont, en tant que non-historienne, il lui aurait été sans doute très difficile de se déprendre. Notre idée, c'est donc plutôt de mettre en valeur la démarche qui est la sienne, afin d'avancer dans la caractérisation de ce que serait une bonne appropriation de l'événement passé. La démarche nous intéresse sans doute ici davantage. Cette démarche doit être comprise comme une recherche des expériences politiques, par différence, entre autres, je ne pourrais pas développer trop longuement ce point, mais par différence, entre autres, avec ce qu'elle appelle l'expérience philosophique. La recherche des expériences politiques est en effet, peut être considérée en effet comme la suite logique de sa critique de la philosophie politique en tant que correspondance à l'expérience fondamentale du philosophe, c'est-à-dire la philosophie politique en tant qu'elle cherche précisément la pureté, l'éternité, en tant qu'elle cherche à surplomber et à systématiser plutôt qu'à penser véritablement la politique. En gros, pour Arendt, la tradition de la philosophie politique peut être interprétée globalement comme voilement, ou plutôt effacement des expériences politiques, qui sont celles de l'être agissant ou de l'acteur, en faveur de l'expérience philosophique qu'elle définit comme expérience de l'éternité. Je reviendrai sur cette question de la différence entre immortalité et éternité. De ce point de vue-là, et c'est ça qui m'importe pour le moment, la référence à la réalité politique du passé, c'est-à-dire ici à la cité antique, n'a pas un statut fondamentalement différent de sa référence aux philosophies du passé, dans la mesure où le travail arendtien sur le passé philosophique consiste à chercher les traces de pensée, c'est-à-dire de mise en sens des pratiques du temps, derrière le voile de la spéculation philosophique qui surplombe et qui recouvre. Il y a cependant une différence qui compte. Cette différence tient au fait que, dans les opérations effectuées sur l'histoire, le rapport avec l'expérience, le rapport de la pensée à la réalité, pourra être établi plus directement que dans les opérations qui sont effectuées sur la philosophie. Voici donc à présent les points essentiels qu'Arendt découvre dans la cité grecque et la manière dont elle se les approprie dans ce que j'appelle une philosophie des activités humaines, qui sera également une philosophie des capacités humaines. Cette appropriation des éléments de la cité grecque doit être comprise dans une optique critique, c'est-à-dire une critique notamment de nos représentations actuelles et une critique de la condition d'existence, des conditions d'existence de la modernité. Je fais référence ici, explicitement ou implicitement, aux textes qui sont les textes, enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres majeurs, mais les textes qui sont par ailleurs les plus connus d'Arendt, Conditions de l'homme moderne, La crise de la culture, dont tous deux écrits à la fin des années 50. Et également, je ferai référence, je vous en parlerai, à un texte qui est paru justement dans le volume « Qu'est-ce que la politique ?» dont Paulin a parlé tout à l'heure. Première idée, donc là je vous donne les grands éléments. Première idée, la police, et on ne parle pas de la police de Rancière, ICE, la police grecque, la cité. La police est le lieu matériel, au sens de physique, de la liberté politique.
dans lequel chacun se révèle aux autres, une révélation-exposition qui fait que chacun apparaît à tous les autres comme un qui, par différence avec un quoi. C'est-à-dire que la politique, et Arendt y trouve ici la source en quelque sorte dans la cité grecque, ou un événement inaugural dans la cité grecque, la politique est le lieu d'exposition du qui de la personne, par différence à toute tentative d'explication de la nature d'une personne par des définitions générales de la nature humaine. Le sens de la reprise ici consiste d'une part à étendre notre conception de la liberté au-delà du sens moderne, actuel, de liberté individuelle et de liberté du vouloir. La liberté politique n'est pas la liberté de la volonté. D'autre part, il s'agit ici de modifier, en l'étendant également, la conception moderne dominante de la politique comme ce qui devrait à la fois limiter et garantir la liberté du sujet, une liberté qui est considérée comme logiquement antérieure à tout régime quel qu'il soit. De ce point de vue moderne, le mode d'organisation démocratique, le point de vue classique de la cité grecque nous fait comprendre que le mode d'organisation démocratique ne fait pas droit à une liberté qui le précéderait, mais constitue en lui-même l'institution de la liberté. Par ailleurs, l'homme libre étant précisément citoyen et donc politique, on comprend que la vision de la politique comme un travail parmi d'autres est une vision restrictive, puisque la politique est bien plutôt une pratique ou encore une activité spécifique. Mais nous comprenons également que la liberté est la condition nécessaire et suffisante de cette activité politique. Celle-ci suppose donc l'institution d'un arrachement à la nécessité de la vie biologique et elle n'implique de détenir aucun savoir particulier. En ce sens, mais Paulin l'a montré bien mieux que moi dans un gros livre, en ce sens, la démocratie athénienne nous permet de voir comme relevant d'une vision spécifiquement moderne et non de la vérité de la pratique politique, sa fondation sur l'expertise. Enfin, la politique est un espace en institution permanente. Les frontières de la cité circonscrivent l'espace politique comme espace d'actions et de paroles, et inscrivent ainsi dans la durée ce qui est par essence évanescent. L'action est indissociable de la parole, dans la mesure où elle n'est telle que quand elle est exposée, c'est-à-dire quand elle est vue et entendue, lorsqu'elle est donnée en spectacle, spectacle auquel les témoins prennent part en exerçant vis-à-vis d'elle leur jugement. C'était la première idée sur la politique. Deuxième idée, l'activité politique, celle de l'homme libre, se distingue donc fondamentalement du travail, réservé aux esclaves. La délimitation interne de la police inscrit matériellement la différence entre des modes de vie. En ce sens, le recours à la cité antique permet un changement radical de perspective face à l'actuelle domination du travail, comprise comme seule activité pourvue de valeur. Domination du travail, qui est d'ailleurs attestée par la dichotomie entre travail et loisir, la dichotomie actuelle entre travail et loisir, qui étouffe, Arendt le montre très bien, toute possibilité de saisie du sens propre aux différentes activités qui cependant peuvent être d'un seul et même homme. À la domination du travail dans les conditions de la modernité correspond ce qu'Arendt appelle l'avènement du social, par différence avec le politique. Le social comme domaine indistinct, mixte de privé et de public, qui accorde aux choses et aux individus une valeur sur le seul critère
de leur contribution à sa propre reproduction. Troisième idée, l'isonomie, l'égalité dans le partage de la citoyenneté, et l'iségorie, l'égalité de parole, dans l'Assemblée de la démocratie athénienne, nous permettent, avec Arendt, de renouveler notre concept d'égalité en faisant une réalité instituée par la politique. La politique n'a pas pour but la production d'une égalité, qui serait par ailleurs présupposée comme relevant des droits naturels des individus, et qui serait dès lors une affaire de justice, notamment de justice sociale, précisément. Mais elle forme et reforme une égalité dans le rapport à la loi et dans la relation à la parole politique. C'est donc, au fond, la pratique même qui institue l'égalité, qui est strictement une égalité entre citoyens, et non entre hommes, et encore moins entre êtres humains. Quatrième idée, c'est que le sens de la politique, en allemand Sinn, doit être distingué de son but, c'est-à-dire en allemand Ziel, et de sa fin, Zweck. Envisager le but et la fin de la politique consiste en effet à lui conférer des attributs qui ne relèvent pas de sa pratique même, c'est-à-dire qui ne relèvent pas de l'action comme activité à part entière. On comprend dès lors que ces attributions consistent à penser l'action sur un modèle qui lui est essentiellement étranger, à savoir le modèle de l'œuvre, qui seul obéit effectivement au complexe moyen-fin. Le complexe moyen-fin est valable pour l'œuvre, mais n'est pas approprié à l'action. C'est ainsi que l'on peut reconsidérer la portée actuelle des délimitations internes des espaces, de l'organisation matérielle et symbolique de la police, dans la perspective d'une distinction entre les différentes activités proprement humaines, qu'Arendt affirme, ou je dirais même jette devant nous, dans son exposition de la triade inaugurale de conditions de l'homme moderne, à savoir cette triade travail, œuvre, action. Triade qui dit la pluralité permanente, c'est-à-dire transhistorique des pratiques. Cinquième idée, le sens de la politique se trouve donc dans le moment toujours renouvelé de son institution, en deçà des problèmes liés à la représentation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les problèmes de la représentation et ceux de l'institution. C'est ce renouvellement, dans une démocratie non représentative, comme l'est la démocratie athénienne, qui intéresse Arendt dans la cité grecque. La circonscription de la police par le nomos est interprétée comme l'acte qui relève de la fabrication ou de l'œuvre, car le législateur ou le nomothète n'est pas un homme politique. La circonscription de l'espace politique est pré-politique pour Arendt. Mais c'est cet acte de fabrication et de circonscription qui va permettre aux actions et aux paroles d'apparaître à la communauté des hommes. Ce qui donc en permanence s'institue, et là n'est plus de l'ordre de l'œuvre, c'est le pouvoir, c'est-à-dire l'agir en commun, qui est un agir dans l'espace entre les hommes et qui n'est jamais, à la différence de la force, de la puissance ou de la violence, le propre d'un seul homme. En ce sens, l'expérience politique grecque révèle le caractère surajouté, c'est-à-dire au fond non politique, de la question dominante de la philosophie politique, la question de savoir qui doit gouverner ou encore qui domine qui. Le détour par la cité grecque conduit à voir le problème de la souveraineté comme un problème de philosophe ou de théoricien qui en est venu à investir notre conception de la pratique politique alors qu'elle ne lui est pas inhérente. Sixième idée, mais il est essentiel ici que les hommes puissent avoir la mémoire de cette pratique. Cette mémoire s'exerce à 3 niveaux. D'une part, la police même, en tant qu'elle garantit que des actions et des paroles puissent avoir lieu en son sein
est définie par Arendt comme mémoire organisée, par la dimension publique qui est la sienne. Pour que les actions et les paroles puissent être gardées en mémoire, il faut qu'elles soient vues et entendues. D'autre part, ce sont les historiens qui font de cette mémoire une réalité transmissible de génération en génération, en se faisant les témoins et les rapporteurs des grandes actions et des grandes paroles et en tentant de leur conférer un sens. Enfin, cette mise en sens historienne fait droit à un élément qui relève, selon Arendt, de la mentalité grecque, à savoir la représentation de la grandeur des actions et des paroles comme accès à une immortalité spécifiquement humaine. C'est ainsi que s'entrecroisent plusieurs opérations imaginaires. La part d'imagination du témoin, qui est toujours spectateur depuis le point de vue qu'il occupe dans le monde. La part d'imagination de l'historien, qui littéralement attribue du sens. La part d'imagination commune des acteurs, qui se tournent vers l'immortalité. La part d'imagination des récepteurs, auditeurs ou lecteurs, qui vont saisir ce qui leur est rapporté depuis leur propre point de vue. Auditeurs et lecteurs, c'est l'écriture qui crée des supports stables pour une mémoire réactivable. Mais cette mémoire a d'abord été celle de l'écoute. En temps de crise, Arendt ne nous dit d'ailleurs pas qu'il convient de regarder le passé avec de nouveaux yeux. Elle nous dit qu'il convient de l'écouter avec de nouvelles oreilles. Ce qui me conduit à mon septième élément. C'est à ce niveau que la reprise arendtienne de la cité antique est à la fois la plus puissante et sans doute la plus sujette à critique. S'entremêlent en effet jusqu'à se confondre parfois la mentalité grecque, la manière grecque dont on fait l'histoire, Hérodote, Thucydide, et moyennant l'établissement d'un rapport plus qu'incertain aux faits, l'épopée, qui nous conduit dans les méandres mêmes de l'imagination collective. Nous allons nous arrêter ici sur un texte, paru dans le recueil posthume « Qu'est-ce que la politique ?», texte intitulé « La question de la guerre » et écrit sans doute aux alentours de 1958. Selon le bon sens moderne, la guerre est un acte politique. Et le contexte dans lequel Arendt écrit ce texte est celui de la guerre froide et de la bombe atomique, c'est-à-dire de la possibilité concrète d'une guerre d'anéantissement. Cette perspective conduit au désir communément partagé de se débarrasser de la politique. Dans ce cadre, très étrangement, Arendt recourt à l'épopée homérique. Elle recourt à l'Iliade, en tant que l'Iliade est embellissement de la guerre d'anéantissement entre les Grecs et les Troyens. L'enjeu n'est pas de montrer que l'événement se répète ou que l'histoire procède par cycle. Arendt s'intéresse ici à la mise en sens collective dont la guerre de Troie a fait l'objet grâce au récit d'Homère, à savoir, pour l'essentiel, la naissance du concept de nomos, c'est-à-dire de la loi comme circonscription d'un espace pour la parole entre égaux, par différence avec la guerre, violente et sans parole, qui ne se mène qu'à l'extérieur de ce cadre, qui ne se mène qu'entre cités. Mais elle montre aussi, et donc là on franchit encore un pas, elle montre aussi que cette même guerre d'anéantissement constitue le point de départ d'une autre fondation, à partir du récit virgilien de l'Énéide, celle du peuple romain, sur la mémoire de la défaite, dont l'un des concepts centraux est celui de l'ex, la loi, mais cette fois comme traité, comme instauration d'un lien entre des peuples au départ étrangers. Collectivement, dans l'élaboration et la transmission du récit, les Grecs d'un côté et les Romains de l'autre ont offert chacun une réponse politique à un état de fait antipolitique. La guerre d'anéantissement est antipolitique. La réponse dans les deux cas est une réponse politique. Les récits de gloire sont donc ici les conditions narratives d'une appropriation collective qui ouvre à la constitution d'un espace politique. C'est là que l'on comprend que la démarche homérique comporte par elle-même, indépendamment même de son résultat, une dimension politique. Car elle se fonde, nous dit Arendt, sur l'impartialité,
qui fait accéder à la gloire les actions des vaincus comme des vainqueurs. Homère prend le point de vue de chaque partie et montre alors que la vérité historique n'existe pas, et en tout cas ne peut être atteinte par l'adoption du regard de neutralité défendu par les sciences sociales actuelles. La seule vérité dans l'ordre politique tient dans la variation indéfinie des points de vue sur le monde. Le sens est pluriel et demande à être infiniment élaboré. À cet égard, la remémoration des expériences est une lutte contre l'univocité, c'est-à-dire la réduction de la politique à l'une de ses dimensions, et contre l'équivocité, c'est-à-dire la compréhension de la politique sur un modèle qui lui est étranger. La philosophie arendtienne est une philosophie de la plurivocité, et c'est cette plurivocité même qu'elle découvre à la fois dans le récit épique et dans la pratique politique grecque. On peut adresser un certain nombre de critiques à cette démarche. D'une part, la reprise arendtienne est dominée par ce que l'on pourrait nommer un intellectualisme, ce que certains appellent un idéalisme. Qu'est-ce en effet qu'une mentalité grecque ? Par exemple, pour Arendt, clairement, elle le dit plusieurs fois, c'est parce que le travail est méprisé qu'il est confié aux esclaves. Autre exemple, elle mobilise souvent, une expression qu'on trouve aussi dans les auteurs que j'ai cités, l'esprit agonistique des Grecs. Vous savez, l'esprit de compétition, de combat, etc. En réalité, Arendt est à la recherche des images ou des représentations, des désirs et des affects communs aux Grecs en tant que peuple. On peut dire qu'elle simplifie, évidemment, elle le fait. Mais à mon sens, l'idée fondamentale est ici que le commun du peuple, le commun politique, est toujours déjà porté par l'imaginaire. La simplification est inévitable et manifeste. Les choses sont nécessairement plus complexes et nuancées. Mais il faut bien comprendre le statut de ces évocations, l'esprit agonistique des Grecs, la mentalité grecque. Il ne s'agit pas ici de décrire le peuple grec, il ne s'agit pas non plus de caricaturer des époques comme faites de passion, mais plutôt de s'emparer de vérités appropriables. La fidélité aux faits doit bien sûr être cherchée, et il est possible qu'une lecture comme celle d'Arendt induise certaines fausses représentations, mais elle demande à être inscrite dans un processus de compréhension infinie qui résiste à toute fixation des images. Pour dire les choses autrement, il y a un imaginaire arendtien qui tient en grande partie au besoin qui est le sien de lutter contre ce qui est vécu comme une indistinction moderne liberticide. L'imaginaire arendtien, c'est l'imaginaire des domaines privés et publics, l'imaginaire de l'invention et de la liberté comme spontanéité, la liberté comme pouvoir instituant. Le signe de cette prise imaginaire se trouve alors dans le statut d'événements historiquement non attestés, relevant dans les modalités mêmes de leur élaboration, de fiction ou du fictionnement. Ces événements rapportés dans l'épopée, qui sont traités, semble-t-il, avec autant de sérieux que les événements qui sont documentés. Mais c'est qu'Arendt prend acte de la présence dès la relation première à l'événement, dès le moment du spectacle ou de la transmission non encore garantie par l'écrit, du rôle de l'imagination, d'une imagination qui cherche à faire droit à ce qui a eu lieu, non pas à l'intention d'autres hommes manipulables ou malléables, mais à l'intention d'habitants du monde commun dans la succession des générations. La reprise par Arendt de la police, comme ces autres reprises de formes historiquement avérées, vient s'inscrire dans ce que j'ai nommé une philosophie des capacités humaines. L'enjeu est de se remémorer ce dont les hommes sont capables, pour le meilleur et pour le pire. Quant aux expériences proprement politiques, elles sont reprises pour favoriser la mémoire de la capacité humaine à l'action, c'est-à-dire à la formation de communs sensés et effectifs. L'historicité des affaires humaines prend chez Arendt le nom de contingence. La politique n'est pas de tout temps. Le pouvoir apparaît et disparaît. Et ces conditions d'émergence ne relèvent pas de la nécessité historique. Elles relèvent d'une capacité humaine que l'on peut à présent redéfinir comme imagination.
le bon rapport à l'histoire, si l'on s'inscrit maintenant dans la pensée arendtienne, est un rapport à son événementialité. L'événement est ce qui exige d'être en permanence compris et donc repris. Il doit être regardé comme ouverture au sens, et non faire l'objet d'un discours de vérité ou d'un discours visant à lui conférer une signification close et univoque. C'est pourquoi l'essentiel est toujours dans la distinction, qui est pluralisation du sens par opposition à toute fiction de l'origine. Pour Arendt, la pratique historique elle-même doit consister à faire droit à l'événementialité du commun, c'est-à-dire au commencement. Un événement n'est pas la fin de quelque chose, nous dit-elle, ou même l'effet d'un ensemble de choses, mais il est fondamentalement une multiplicité de commencements possibles. L'imagination du passé, la pluralité des récits sont politiques et sont analogues à l'imagination de l'autre à laquelle on procède dans la pratique même du jugement et de la délibération. Cette imagination est de l'ordre de la mobilité mentale et elle a elle-même son analogue dans la mobilité physique qui s'incarne dans la différenciation matérielle des espaces de la cité grecque. Qu'est-ce alors qu'une expérience chez Arendt ? Comme annoncé dans la conférence d'introduction d'il y a 15 jours par Patrick Boucheron, la question se pose d'une expérimentation au sein d'une discipline a priori non expérimentale. Ou même plutôt, la question se pose de la possibilité de faire l'expérience de ce qui n'est pas expérimentable. Et la philosophie, de ce point de vue-là, n'est pas plus expérimentale que l'histoire. On pourrait formuler les choses ainsi. Il s'agit de faire sienne, tout simplement, l'expérience d'un autre. Politiquement, cela signifie de faire en sorte que l'expérience de forme non expérimentable du commun puisse contribuer à l'expérience de nouveaux communs. L'idée d'expérience a une place essentielle chez Arendt. C'est l'expérience qui guide le rapport au langage et à la pluralité des langues. Le mot ou l'expression sont porteurs de traces d'expériences partagées. C'est l'expérience qui guide le rapport de reprise des philosophies du passé, car la différence entre la pensée et la spéculation peut être comprise comme différence au sein d'une même philosophie entre ce qui vient donner forme à l'expérience et ce qui cherche à la dominer, au risque de l'oublier ou de la déformer. Toute la critique arendtienne de la philosophie politique, en tant qu'elle désigne une tradition particulière, c'est-à-dire une manière spécifique dont le passé nous est transmis, peut être comprise comme le primat de la correspondance à l'expérience du philosophe au détriment des expériences proprement politiques. Enfin, c'est précisément ce rapport aux expériences dans leur pluralité qui permet de comprendre la double dimension diachronique et synchronique de la philosophie d'Arendt, dont la dichotomie domaine privé, domaine public est le meilleur exemple. Les maîtres mots de toute reprise sont donc l'ouverture et la mobilité. L'ouverture au passé, par une déprise de la tradition et l'élargissement de l'espace mental, la circulation d'un espace à l'autre et la mobilité de l'esprit. Comment se fait alors le travail des concepts ? On passe de l'expérience au concept. Ce sera plus long. Comment se fait alors le travail des concepts, comme ceux de liberté, d'égalité, de citoyenneté, de démocratie ? À partir de ce qu'il permet de saisir ici et maintenant, il s'agit de le situer, le concept, à partir de ce que le concept permet de saisir, il s'agit de le situer dans une histoire non finalisée, de tenter de faire la part entre ce qui en lui relève de l'anhistorique, c'est-à-dire chez Arendt ce sont les capacités, et ce qui relève de l'historique, entendu ici comme relation à la fois contingente et compréhensible au monde. La généalogie du concept, dans l'optique d'une donation de sens, fait donc toujours courir le risque de l'éclatement de nos représentations. Mais elle contribue à un enrichissement de notre expérience de tous les transferts dont le concept est porteur.
Le travail du concept et le travail des concepts consiste donc essentiellement à crever leur statut d'écran pour mettre au jour leur intime relation avec ce qu'Arendt appelle le sens commun. Comme nous l'a appris Nietzsche, le concept même le plus complexe reste une interprétation du tissu du réel. Et les simplifications qui accompagnent toute interprétation sont nécessaires et même vitales. Mais le mouvement de la pensée doit être de les identifier pour pluraliser et ouvrir. Et ainsi, il ne vise pas tant à modifier nos représentations qu'à rappeler à notre imagination la mobilité qui lui est essentielle. Ainsi, si la pensée ne peut pas et ne doit pas être une arme, elle le dit, elle est cependant par elle-même politique. Les armes, de toute façon, sont essentiellement antipolitiques. La pensée est politique en tant que son mouvement est analogue à celui du jugement. La saisie diachronique des concepts à laquelle procède Arendt permet l'enrichissement de notre expérience. En ce sens, le passé doit avoir une certaine autorité, mais celle-ci n'est pas l'autorité de la tradition. Sa seule puissance est, au sens propre, d'augmenter notre expérience. Le travail arendtien sur les expériences du passé ne relève jamais d'une opération de substitution d'un concept à un autre, mais bien d'une pure opération d'augmentation. Partons de l'idée, pour finir, selon laquelle la reprise arendtienne est une forme que j'appelle une forme d'appropriation philosophique du passé. La pratique philosophique demande alors à être rénovée, dans la perspective d'une relation intime aux expériences, contre la spéculation, la systématisation, qui trouve d'ailleurs son apogée et le signe du caractère dément et vain de son entreprise dans la philosophie de l'histoire. Elle doit être rénovée dans la perspective, ensuite, d'une nécessaire transmission. Le penseur est alors un relais, ou l'incarnation de la possibilité de l'appropriation. Si l'histoire mondiale de la France ne peut être menée seule, et encore moins l'histoire de l'humanité, elle doit rendre possible une appropriation par définition personnelle. Appropriation qui devient commune si elle laisse la porte ouverte à d'autres appropriations ou à d'autres individuations. La philosophie, par ailleurs, doit être rénovée dans la perspective d'un refus de son cantonnement à la sphère dite éthique, c'est-à-dire à ce qu'on peut appeler le supplément d'âme ou le ressassement éthique auquel on l'a réduit. Un savoir approprié est celui dont on consent à ce qu'il nous modifie. Nous proposons alors de distinguer entre une appropriation sensée, ou pourquoi pas une appropriation à laquelle on donnera le nom de philosophique, même si elle n'est pas le propre de la philosophie, et une appropriation idéologique, qui, elle non plus d'ailleurs, n'est pas le propre des idéologies constituées. Cette distinction entre appropriation philosophique et idéologique traverse tous les savoirs, toutes les tentatives de mise en sens, et fournit un critère interne de démarcation pour toute pratique intellectuelle entre ce qui tend à la fermeture et ce qui tend à l'ouverture. L'enjeu est de faire droit à la mobilité propre de l'imagination contre le cliché qui y met un coup d'arrêt en figeant des images qui font obstacle à toute pensée. Nous ne pouvons lutter contre la fixation en cliché comme forme particulière de production de l'univocité qu'en élaborant le langage commun, qui est le lieu par excellence de la plurivocité. Voilà. Merci de votre attention.